Le cercle RH pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup dans les entreprises évidemment, mais aussi plus largement dans les médias, la santé mentale, alors des salariés évidemment, des managers et des dirigeants, c'est le sujet du jour, parce que les dirigeants c'est une catégorie à part de femmes et d'hommes qui sont souvent un peu seuls, un peu isolés et qui se sentent parfois totalement démunis et qui subissent, qui sont impactés aussi par l'environnement économique, géopolitique, social, et tout ça a une incidence évidemment sur le comportement, sur la santé mentale du dirigeant et donc une incidence sur la manière de gérer sa boîte. On en parle avec mes invités. Ils sont là. Caroline Poissonnier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Directrice générale du groupe Baudelaire, donc c'est une très belle entreprise de 900 collaborateurs. Ouais, une belle ETI, voilà, dans le nord de la France. Dans le nord, près d'Asbrook. Près d'Asbrook, bravo, pour ceux qui connaissent. Avec du déchet, avec du bien-être, avec de l'énergie, du commerce, 4 branches d'activité. Et vous portez, on en parlera avec vous, Leader Kiff. Exactement. Pour justement les aider, ces dirigeants, les leaders et dirigeants, à remonter la pente, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Plutôt même à se préserver avant de la prendre, de glisser sur cette pente. C'est tout à fait exact. Donc prévenir plutôt que guérir. Exactement, c'est tout l'enjeu de Leader Kiff. Qui est un gros sujet. Merci en tout cas d'être là. Martial Brun, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de Présence avec un A. On en parlera avec vous. Présence, c'est l'organisme représentatif des services de prévention et de santé au travail. Ça, c'est ce qui est écrit sur la baseline de votre site. Et puis, vous nous direz exactement quelle est la mission de Présence. Et puis, Aurélien Bayon est avec nous en distanciel, en visio, comme on dit, parce que c'est très à la mode, on dit en visio aujourd'hui, professeur à l'EM Lyon Business School. Et il y a une chaire, on y reviendra, une chaire justement consacrée à la santé mentale des dirigeants. C'est très intéressant qu'une école prépare déjà les étudiants. Peut-être certains deviendront des chefs d'entreprise, des dirigeants. Et puis avec moi, Caroline Senneville. Bonjour Caroline, bonjour, journaliste chez Décideur RH. Quelques mots Caroline, parce que ça permet de situer aussi, il y a beaucoup d'études qui sont sorties. Je pense à la Fondation AXA. Et la Fondation MMA récemment a sorti une étude très intéressante sur la santé mentale des dirigeants et en allant plus loin, même leurs addictions. Oui, en partenariat avec BPI France, et ça montre que pour la première fois depuis la crise sanitaire, il y a une vraie dégradation visiblement de la santé physique et psychologique des dirigeants. On parlait d'un tabou, il faut donc lever ce tabou pour les aider. Parmi les chiffres, 82% des dirigeants ont déclaré souffrir d'au moins un trouble physique ou psychologique, ce qui est un chiffre en hausse de plus 11 points en un an et même de plus 23 points depuis 2021. Je me tourne vers vous et je me tournerai vers vous parce qu'on parle de prévention et tous les deux vous portez ce sujet. Est-ce que c'est pas un peu le même sujet que pour plein d'autres sujets lorsqu'on parle des violences faites aux femmes? Est-ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup que les chiffres progressent et que la parole se libère? Ou est-ce qu'ils sont dans une situation économique, un contexte particulier qui fait qu'on a les chiffres qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense c'est un petit peu les deux. Enfin, concrètement, aujourd'hui, le tabou commence à se lever. On le voit de plus en plus. Il y a des émissions, il y a des gens qui prennent la parole. Assez peu de dirigeants encore. Mais en tout cas, on commence à répondre plus sincèrement aussi aux sondages. Et puis ensuite, concrètement, on vit depuis 2-3 ans une crise économique et politique aussi, on va le dire, sans précédent, qui crée aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup de... Oui. Voilà. Et donc, on ne sait pas, en tout cas sur les dirigeants, l'avenir est plus que sombre. Donc, forcément, juste ça n'aide pas. D'un petit mot, parce que vous êtes dirigeante, directrice générale d'une très belle entreprise, vous pilotez une entreprise, mais vous êtes aussi engagée sur ce sujet. Tout à fait. On ne fait pas les choses de manière anodine. Pourquoi vous êtes engagée sur ce sujet? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis engagée sur ce sujet parce que j'ai vécu au sein de mon entreprise une crise personnelle, peut-être de sens, de perte de joie et d'envie. Et je me suis retrouvée à ne plus être une bonne leader pour mon entreprise. Et j'ai fait un vrai parallèle entre ma santé mentale et la performance que j'amenais moi-même à mon entreprise et ma capacité à embarquer mes équipes, à donner du sens, une vision, à être empathique, à emmener mes collaborateurs. Et j'ai fait vraiment un très, très gros travail sur moi de connaissance de soi, de mindset, de réalignement, tout ce qu'on parle au sujet quand on parle de santé mentale, finalement, qui m'a permis d'ailleurs de créer le groupe Baudelaire, puisque auparavant, c'était Baudelaire Environnement. Pendant 55 ans, on n'a eu qu'un seul métier, qui était le métier historique de la famille. Et vous l'avez fait grossir. Voilà. Et on a pris un vrai virage stratégique lié aussi à ça, à ce réalignement et à ce que l'entreprise familiale soit alignée. Finalement, exactement, avec ma personnalité, avec mes convictions, avec ce que j'ai envie de porter. Et quand on est capable de prendre ce recul sur soi, de se connaître et d'aller vers ce dont on a vraiment envie, en fait, l'énergie
Et les capacités qu'on est en mesure de mobiliser pour emmener sont décuplées. C'est métaphysique. C'est intéressant. L'alignement de l'être face et eu égard à l'alignement d'une entreprise. Tout à fait. Martial Brun, je souriais par rapport à l'acronyme Présence. Oui. Quelle est votre mission? Quelle est votre action concrète en direction des dirigeants? Alors, Présence, c'est la Fédération des services de prévention de santé au travail. La médecine du travail, comme ça, beaucoup plus de monde auront compris. C'est clair. Et en 2021, on a élargi la mission des services qui avaient pour vocation la santé des salariés jusqu'à la santé des dirigeants. Il faut savoir que nous couvrons 1 500 000 établissements de petites et moyennes entreprises. Notre périmètre, c'est la TPE-PME. 80% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Peu éduqué sur ces sujets ou pas éveillé à ces sujets. Alors, c'est ce qu'on disait, les tabous se lèvent. Ceci dit, les chiffres qui sont donnés sont avec les mêmes indicateurs, donc les tendances sont réelles, et on voit que la conjoncture évolue très vite. On a vu le Covid, où il y a eu une dégradation, c'est reparti ensuite, et de nouveau, on a un phénomène où la tension sur la santé des dirigeants semble plus élevée. Aurélien Baillon, vous êtes avec nous en distanciel, l'EM Lyon Business School, avec une chaire justement dédiée. C'est intéressant, là aussi on lève un tabou, parce que dans votre école, que ce soit des gens qui sont en reconversion ou des salariés qui se forment ou des étudiants, vous avez levé le capot et vous dites, voilà, on regarde ce sujet en face. Qu'est-ce que vous leur transmettez dans cette chaire autour de la santé mentale des dirigeants? Des outils, un éveil, une prise de conscience? C'est quand même dur quand on est dirigeant de devoir mettre un genou à terre. Enfin, c'est quand même des guerriers, les dirigeants. C'est des gens qui sont optimistes, c'est des gens qui avancent. Et mettre genou à terre, c'est un signe de faiblesse. C'est compliqué, ce sujet-là, pour eux. Alors là, pour l'instant, enfin nous, c'est aussi une chaire de recherche, donc qui est avec Malakoff Humanis. Et donc le but, c'est de comprendre aussi, donc avant de pouvoir transmettre, de comprendre, de poser des diagnostics, de regarder les méthodes qui sont efficaces en termes de prévention. Et donc nous diffusons ça en interne et aussi en externe, de montrer nos résultats. Donc c'est pas simplement l'éducation, c'est aussi la recherche sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'en dit la recherche, même s'il est embryonnaire? Qu'est-ce qu'il en ressort déjà des premiers travaux? Alors, le premier travail, enfin, on a fait une grande enquête l'année dernière sur 1750 dirigeants, et je vais nuancer un peu ce qui a été dit précédemment. C'est parce que précédemment, on a eu un chiffre qui a été donné qui était sur tous les problèmes de santé, physique et mentale. Oui. Si on regarde la santé mentale, et si je compare en faisant cette enquête, j'ai en parallèle comparé avec un échantillon représentatif de la population, ben, les dirigeants, ils vont pas plus mal que les autres. C'est vrai. Donc c'est pour nuancer un petit peu. Ils vont même légèrement mieux si on regarde certaines mesures, certains indices. Donc pourquoi? Parce qu'être dirigeant, oui, il y a plus de stress, il y a plus d'obligations, il peut y avoir plus de responsabilités, mais il y a aussi de l'autonomie et du sens. Et ce qui fait votre santé mentale, c'est pas simplement la pression, c'est aussi si vous avez du sens dans la vie. Oui, c'est tout à fait exact. On parlera quand même des défaillances d'entreprise et des chefs d'entreprise qui mettent la clé sous la porte et qui, eux, sont suivis par des psychiatres, des psychologues, des associations, j'ai vu, qui les accompagnaient. Un mot quand même sur les addictions, parce que sur l'étude MMA, on voit qu'il n'y a pas une très grande différence en termes de population entre l'alcool, le tabac et la cocaïne, enfin les drogues, qu'avec la population... Par exemple, pour les stupéfiants, 2% indiquent en consommer, ce qui est également sous la moyenne nationale. C'est la même chose pour l'alcool et pour les médicaments contre l'anxiété et la dépression. Ils sont à peu près 5% à le mentionner, ce qui est en dessous de la moyenne nationale, qui est autour de 21%. Est-ce que le bon terme, Caroline, quand on parle de santé mentale des dirigeants, ce ne serait pas plutôt la performance mentale des dirigeants? Oui, c'est un mot plus approprié, non? Oui, on peut parler de ça. Moi, je parle beaucoup de réconciliation, d'ambition et d'équilibre. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui. Quand on veut être ambitieux, et les dirigeants sont ambitieux, sinon ils ne le seraient pas, aujourd'hui, l'adjectif qui sort, c'est dévorant. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on peut être ambitieux et prendre soin de soi pour être performant dans son entreprise, mais au-delà d'être performant, dans la durée. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Et j'accompagne beaucoup en tant que business angel aussi des entrepreneurs, des start-upers, où ils donnent, et finalement, ils prennent pas un jour de vacances, ils dorment pas, ils s'alimentent pas correctement. Et au final, ça tient pas longtemps. Et ils se dégradent très, très vite. Et donc, au-delà de performance, moi, j'ai envie de parler aussi de performance durable. Parce que c'est comme ça qu'on change les choses, c'est comme ça qu'on monte des projets. Rien ne se fait en un jour, hein. Et donc, pour moi, ce sujet de durabilité, il est primordial. L'enjeu de prévention, même si c'est matiné, parce qu'on vient d'entendre, effectivement, les dirigeants ne sont pas plus impactés qu'un collaborateur qui est en stress ou en télétravail, certes, mais la prévention, pour vous, c'est un acte clé. L'éveil, on parlait de TPE, de PME, l'éveil, la formation, les ateliers, accepter d'en parler aussi, tout simplement. Oui, les services de prévention, justement, proposent 3 stades. Il y a un stade qui est de la prévention primaire, s'occuper de soi. Et c'est peut-être là où le changement culturel est le plus important, avec cette fameuse phrase qu'on a toujours entendue, « je n'ai pas le droit d'être malade ». Donc, quand vous partez de là,
Il y a un chemin à Ça, parcourir. c'est un dirigeant. Les dirigeants disent ça. Mais disent ça, mais Bien sûr. ils ont un rapport à la santé qui est différent du salarié pour cette raison. Et dans la TPE-PME, quand vous cessez de travailler malade, l'entreprise s'arrête. Vous avez un décès dans une entreprise du CAC 40, il ne se passe pas grand-chose. Dans une entreprise de moins de 10, c'est la fin de C'est l'entreprise. fini. Ouais, c'est vrai. Donc le rapport à la santé, et le chef d'entreprise a engagé beaucoup de choses. Son patrimoine, sa maison, sa vie. Et donc, il y a un rapport à la santé qui est différent. Et vous ne pouvez pas aborder... Et il a payé ses mutuelles, il a payé sa santé. Il a payé. Faut le préciser. Et justement, dans le changement culturel, c'est sortir de l'approche réglementaire où il doit gérer du risque. Toute sa vie, c'est... Du risque et son risque. Hein. Son risque. Son Son risque. propre risque. Son propre Et ça, j'espère que c'est enseigné effectivement en école de management, c'est du soft skill. Une des compétences du dirigeant aujourd'hui, c'est de s'occuper de soi, pour durer. La plupart des entreprises, la principale ambition, c'est la pérennité. C'est la pérennité de l'entreprise. Et d'approcher la prévention en termes, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de la durée, permet d'installer des nouveaux comportements qui passent par de la discipline, du suivi et de l'aide. Et c'est ce que peuvent proposer les services de prévention. Caroline, et après Caroline. Il y a encore une étude, mais l'Institut Choiseul a mené une étude avec le soutien du groupe Baudelaire notamment. Et près de 2 dirigeants sur 3 on estime qu'il est encore tabou de consulter un professionnel de santé. Résultat, seuls 36% ont déjà consulté un professionnel. Donc même si les problématiques sont les mêmes, cette espèce de pression sur l'exemplarité les éloigne de parcours de soins et de suivi. Ça rejoint l'idée que l'entrepreneur, le dirigeant, a une forme d'orgueil aussi du dirigeant et on ne pose pas le masque, on n'ose pas le faire, ça. Non, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est reconnu que le capital santé de l'entrepreneur, du dirigeant, c'est quand même le premier actif immatériel de l'entreprise. Et c'est celui qui est peut-être le plus sous-estimé. C'est celui où il y a zéro KPI, on ne suit pas ce sujet. C'est presque un sujet qu'on laisse sous le tapis, alors que tabou, pour ne pas dire tabou. Non, mais il est encore tabou, mais on suit comme du lait sur le feu la trésor. Enfin, tous les indicateurs de rentabilité de clients, mais etc. pas le surpoids du dirigeant. Mais ça peut être le surpoids, mais le niveau de fatigue, d'anxiété, etc. C'est des choses qui vont influer sur sa capacité à diriger, sur sa capacité à prendre des bonnes décisions, à être agile. C'est le chemin que vous avez fait, vous aussi, en vous regardant, parce que quand vous avez parlé de votre cas, on a le sentiment que vous avez levé la caméra et que vous vous êtes regardé et vous vous êtes dit, oh là là, je ne prends pas la bonne route là. Non, je ne prends pas la bonne route. Et j'ai eu cette chance, ou cette malchance en tout cas, d'avoir un accident de voiture assez grave, dont il ne s'est absolument rien passé. Donc un choc. Un choc qui m'a dit, mais Caroline, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? J'avais perdu cette joie, comme je vous ai dit, je me sentais plus bien avec perte de sens, on en a beaucoup parlé, j'avais plus ça. Et je me suis dit, est-ce que je vais passer le reste de ma vie comme ça? Et aujourd'hui, tous les dirigeants, beaucoup, et je ne fais pas exception, et c'est aussi pour ça que je m'engage personnellement, publiquement sur ce sujet, ont besoin parfois d'un électrochoc pour se dire, est-ce que je vis de la bonne façon? Est-ce que je prends assez soin de moi? Le choc qui réveille. Un choc, voilà, un accident de voiture, mais c'est souvent chez les dirigeants des AVC ou des burn-out ou des crises cardiaques et où on se dit après, mince, peut-être que je vis pas de la bonne façon, que je prends pas assez soin de moi. Et effectivement, à ce moment-là, on se rend compte des répercussions que vous avez extrêmement bien expliquées sur l'entreprise et de dire, putain, mais si je ne suis plus là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai pour une petite entreprise, c'est évident. Mais c'est vrai pour tout le monde, y compris pour 90% du tissu économique français. Exactement. Et donc aujourd'hui, moi, mon engagement, il est là-dessus. N'attendons pas d'aller mal pour prendre soin de nous, n'attendons pas d'aller mal pour aller mieux. Mais votre mission, on l'entend, c'est de venir sur des plateaux de télé, parler aussi de votre histoire, de votre engagement. Comment on craque le modèle? Comment on craque l'histoire? Parce qu'une fois qu'on a fait la photo, une fois qu'on a considéré qu'il y avait ce besoin, on fait quoi? Il y a de l'éveil, on les prend par la main, on met des allumettes, on leur ouvre les yeux, on leur montre des films, c'est quoi? C'est orange. Comment on fait? Alors, en prenant mon cas précis, c'est pour ça que j'ai créé le mouvement Leader Kiff, destination vraiment leader et dirigeant. Le rôle, c'est sensibiliser, fédérer, accompagner. Donc, donner des ressources, plein de ressources différentes. Fédérer, c'est se retrouver entre nous, entre pairs, proposer des cercles de co-développement, proposer des soirées, des matinées pour que les dirigeants se retrouvent avec des problématiques communes. Et encore une fois, qu'ils osent en parler, je me permets. Et qu'ils osent en parler parce qu'on est dans un cercle en sécurité. Pourquoi j'ai créé Leader Kiff? Parce que quand j'ai voulu aller vers le bien-être, j'étais vraiment dans un truc bien-être. On est sur les retraites, yoga, sans alcool. Petits oiseaux, c'est ça. C'est exactement ça. C'était trop loin du business pour moi. Et en même temps, quand j'ai commencé à parler du business, enfin du bien-être dans les cercles économiques auxquels j'appartiens, là, j'avais un petit peu fumé la moquette, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était et on voit vraiment le sujet tabou qui sort de dire mais enfin on peut pas parler de ça. Et Leader Kiff, c'est ça, et c'est accompagner à travers des formations et des parcours pour les dirigeants
et de les aider à prendre cette conscience. Quel engagement. Aurélien Baillon, alors on a bien entendu, je ne vais pas recommettre la même erreur, vous n'êtes pas devant des classes à faire de l'éveil pour l'instant, vous êtes en train d'étudier les sujets, de poser les sujets, de créer de la data pour l'analyser. Comment on fait? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait même imaginer un cours, puisque peut-être qu'un jour le M Lyon proposera des cours à ses étudiants de posture, de bien-être, de se sentir bien dans sa tête, d'avoir des outils en fait? Alors ça, on le fait déjà depuis très longtemps. Enfin, Lyon a toujours beaucoup misé sur les soft skills et tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Mais au fond, là, on est en train de préparer les générations futures. Mais ce qu'il faut aussi, c'est agir en effet pour ceux qui sont déjà dirigeants. Donc en parallèle, bien sûr, on intervient beaucoup auprès de CPME, de MEDEF locaux, enfin des associations entrepreneuriales. Et il y a, je sais que par exemple, les CPME de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont très intéressés par ce sujet-là. Ils cherchent aussi à ce qu'on vienne dire. Et ce qui marche, déjà qui peut avoir un effet très positif, c'est ne serait-ce que juste définir ce que c'est que la santé On mentale. est d'accord. Et il y a la définition de l'OMS, elle est très bonne, C'est vrai. et elle permet de dédramatiser. C'est juste un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Quand vous dites ça, les gens se disent « Ah, c'est ça la santé mentale ?» Et oui, ça m'intéresse. Ouais, je trouve que c'est la meilleure définition. Vous êtes d'accord? Enfin, je me tourne vers vous chez Présence parce que vous êtes un peu l'institution publique, j'ai envie de dire. Ça vous va comme définition, ça, pour démarrer? Oui, et puis il y a une autre image assez simple, c'est la batterie. C'est l'équilibre. Terminé. Alors là, c'est le premier franchissement. Je suis un être humain. Et donc, s'applique à moi certaines lois de la biologie et de la nature. Donc, à un moment donné, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. C'est ça. C'est un syndrome des personnes engagées. Très grave, hein, le burn-out. Ceux qui sont à distance du travail ou à une certaine distance ou à une distance certaine du travail, il n'y a pas de burn-out. C'est vraiment un syndrome des personnes engagées. Donc, quand mes batteries s'épuisent... Souvent des femmes, d'ailleurs, en termes de statistique. Et les services de prévention et de santé au travail sont associés à un observatoire qui permet de peser ce qui est bon pour la santé, parce que entreprendre est bon pour la santé. Il y a des facteurs dits salutogènes de l'entrepreneuriat pour la capacité de décider, d'être maître de son destin, de se réaliser, et des facteurs stressants, pathogènes. Et donc, c'est cet équilibre-là sur lequel il faut veiller. Donc c'est la dose, c'est comme pour le chocolat et Exactement. C'est une question de dose. Et les services proposent justement, gratuitement, confidentiellement, au chef d'entreprise d'évaluer où il en est du niveau de batterie ou de son équilibre. Donc un diag. Voilà. Et ensuite, si la balance penche du mauvais côté, c'est ce qu'on appelle la main tendue. Et c'est là où les actions de sensibilisation peuvent venir pour accompagner le chef d'entreprise. Et ça peut aller sur des situations extrêmes, exactement, où là on détecte la détresse Caroline, du chef d'entreprise. on parle de ceux qui sont en activité, qui se battent pour sauver leur boîte, ou qui se battent, il faut quand même le préciser, qu'une entreprise est là aussi pour créer de la valeur et de la richesse. Tout à fait. Évidemment, du sens, évidemment aussi. Ceux qui ont perdu la bataille, ceux qui ont été en redressement judiciaire, qui ont mis la clé sous la porte, comment on les adresse? Parce que ceux-là, c'est la zone grise du sujet. C'est ça. Bah, Ils sont toujours entrepreneurs dans l'âme, mais ils ne sont plus entrepreneurs. C'est ça. Alors nous, avec LeaderKiff, on a un réseau de psychiatres et de personnes et de psychologues qui sont en capacité de tendre la main. Après, il y a des associations très particulières. On parlait d'APESA tout à l'heure, quand on attendait, qui sont vraiment dans les situations extrêmes. Après, encore une fois, plus on va arriver en amont, on parlait de batterie tout à l'heure, moi je prends souvent l'analogie du téléphone portable. Vous voyez, à aucun moment on ne culpabilise de recharger son téléphone portable quand on voit que la batterie devient faible. Je vous confirme. On se dit, on n'a pas envie que le téléphone s'arrête, donc on le recharge. Aujourd'hui, il y a une vraie notion de culpabilité chez les dirigeants, parce qu'il y a la notion d'exemplarité. Et de dire, moi, je ne peux pas, si je vais faire du sport à 15h, qu'est-ce que vont dire mes collaborateurs? Mais combien de collaborateurs bossent de 7h à 21h et donc ne peuvent pas faire de sport le mardi à 15h? Mais c'est un rapport culturel aussi. C'est un rapport culturel, mais cette notion de culpabilité, de recharge de batterie et de ne pas attendre de vider complètement, parce qu'une fois qu'on en arrive là où vous l'avez dit, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et là, il faut vraiment être entouré et avec des personnes extrêmement compétentes à ce rapport-là, où là, moi, j'ai aucune espèce de compétence sur ce sujet. Voilà. Mais c'est donner les moyens de se faire accompagner par les bonnes personnes. Mais encore une fois, le plus important, c'est de ne pas attendre. Et c'est quand on parle des transformations des entreprises... Donc les signaux faibles, on ne l'a pas évoqué, mais il ne faut pas attendre d'être effondré, de plus se lever le matin. C'est les signaux faibles, on les sent tous, ces signaux faibles. On les sent tous quand on se connaît et qu'on est capable de les identifier. C'est vrai. Quand on s'écoute, parce qu'encore une fois, quand on ne se connaît pas, et ce qui est le signal fait pour vous ne sera pas le même pour moi. Exact. Et donc une partie de connaissance de soi et d'être en capacité de dire à ce moment-là, c'est un red flag, entre guillemets, et donc je dois revenir de l'autre côté. Mais vous avez tout à fait raison. Une partie de prendre soin de soi, c'est déjà juste écouter nos propres signaux faibles.
Merci à vous. On m'indique que je ne peux pas faire de relance et je n'en ferai pas. Et Dieu sait si ce sujet me passionne. C'était très intéressant. Merci pour votre visite sur le plateau de Smart Job. Merci. Je voudrais saluer Aurélien Bayon qui était en distanciel et je le remercie de s'être connecté, professeur au Lyon Business School, qui fait tout très bien, mais qui va un peu plus loin encore sur les enjeux de santé mentale, sur un laboratoire de recherche. Donc vous viendrez peut-être physiquement nous parler de vos résultats de travaux. Merci à vous Aurélien. Merci Caroline Poissonnier. Merci pour votre engagement. Leader Kiff, et puis à la tête, on l'aura compris, du groupe Baudelaire, une belle entreprise. Merci à vous, Martial Brun. J'ai tout compris à votre mission. Et en plus de ça, vous accompagnez des dirigeants, directeur général de Présence. Et merci évidemment, Caroline. Je ne vous ai pas fait de piège aujourd'hui. Merci. J'étais prête pourtant. Pas de piège de fin d'émission. Merci à vous. Vous êtes évidemment journaliste, décideur RH, ça va sans dire. Merci à notre ami Charles à la réalisation. Merci à Paul au son. Et merci à Nicolas Juchat, évidemment l'incontournable. Merci à vous qui nous regardez. À très bientôt. Bye bye.